Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci de te prêter au jeu des questions-réponses. Voilà. Bon, le but, c'est pas donc de présenter tes produits, tes services comme tu as sans doute l'habitude de le faire tous les jours. Mais là, on va plus s'intéresser au Mathieu, la personne qui se cache derrière l'entrepreneur que tu es aussi. Donc, la première question, c'est celle qu'on pose à tous les entrepreneurs. Je vais te demander de te pitcher, mais pas de pitcher ta boîte, mais de pitcher Mathieu en 1 ou 2 minutes. Quand tu te présentes à quelqu'un qui ne sait pas qui tu es, tu dis quoi? Alors, je dis très rapidement que déjà, bon, je suis plus tout jeune, hein, j'ai plus beaucoup de cheveux, donc j'ai pas mal d'expérience. Moi, j'ai commencé, alors moi j'ai un parcours un peu atypique, hein, je suis ingénieur biologiste de formation, donc plutôt les labos, la recherche, et puis en fait ça me plaisait pas tellement parce qu'on était enfermés dans un labo toute la journée avec les mêmes personnes. Donc je fais partie des gens qui ont rendu leur bourse de thèse, ce qui n'est pas courant, donc je m'ai arrêté mon doctorat largement avant la fin, oui, en fait assez vite, en me disant non, c'est pas le métier que je veux faire. Et puis là, j'ai commencé, on va dire, une formation de terrain. J'étais commercial tout simplement. J'étais assez doué, j'ai un peu de bagou. Je pense que tu vas t'en rendre compte dans l'entretien. Donc, dans le monde qui était le mien, qui était celui de l'instrumentation scientifique. Donc, j'ai parcouru la région parisienne en long, en large et en travers dans tous les labos possibles et imaginables. Vendre du matériel. Et puis, j'avais quelques camarades de l'époque qui me disent un jour, écoute, il y a un truc formidable, incroyable qui est en train d'arriver, ça s'appelle Internet, ça s'appelle le web. Il faut que tu regardes ce que c'est. On est donc en 92, 93, hein, quelque chose comme ça. Et en me disant, ça va révolutionner le monde, etc. Alors, il me présente les premiers sites à l'époque avec un modem 12K. Et encore, je ne sais pas s'il y avait 12K, si ça devait être 12K. Non, c'est peut-être en 95. Et en me montrant les sites des universités américaines, en me disant, tu te rends compte, l'accès à toute la connaissance, etc., etc. Et puis, de fil en aiguille, je suis assez convaincu. Et par l'entremise d'un camarade avec qui j'avais fait mes études, je rencontre effectivement une société dans le monde informatique. Et puis là, je bascule. Et puis je bascule dans l'Internet. On est en 96, là d'abord dans une première boîte, dans laquelle je suis commercial. Puis ensuite, je rencontre Alain. Je crois que peut-être tu l'as même déjà toi rencontré. Et puis là, on part dans une grande aventure. Et avec Alain, ça fait maintenant 20 ans qu'on travaille ensemble. On a monté 3 boîtes dans plutôt, on va dire, le monde de l'Internet et du web. Voilà. D'accord. Bon, ça enchaîne directement avec la question suivante, c'est comment tu es tombé dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est un choix qui t'est tombé dessus, un peu comme ça, tu as eu l'opportunité, tu t'es dit, oh, finalement, pourquoi pas? Ou est-ce que ça te trottait dans la tête peut-être avant? Tu t'es dit, non, je suis un entrepreneur né. Comment c'est venu comme ça? Alors, oui, c'est une bonne question parce que je t'avouerais que moi-même, de temps en temps, je me suis dit, tiens, comment ça se fait que… parce que je pense qu'au départ, je n'avais pas particulièrement de velléité de devenir entrepreneur, même si dans ma famille, mon père est entrepreneur, était pas mal dans le monde faisait ce qu'on appelle des affaires à l'époque, dans les années 80. Et que dans ma famille, on avait quelques, effectivement, entrepreneurs en général. J'ai commencé comme salarié et je ne me suis pas trop posé la question. Et puis tout d'un coup est arrivé effectivement avec cette explosion d'Internet au moment où je suis rentré là-dedans. Évidemment, tu rentres dans des toutes petites boîtes et puis très vite, je me suis rendu compte que ce qui m'était proposé en termes de développement me convenait pas. J'aurais pris d'autres options, il y avait tout un monde à construire. Et du coup, ça a commencé à me trotter dans la tête de me dire, j'ai envie si tu veux, d'être au destiné de ma propre boîte, voilà. De pouvoir être influent au point de pouvoir prendre des décisions parce que je pense que c'est ça qu'il faut faire et pas telle chose que le patron voudrait m'imposer. Et tout d'un coup, au moment où j'ai rencontré justement Alain, etc., l'opportunité a fait que du coup, j'ai pu rentrer au capital et puis du coup, après, ça y est, c'est parti, tu as des associés. Et puis tu commences à te construire un destin d'entrepreneur. Que d'ailleurs, je te disais ça parce que je ne l'ai jamais vraiment formalisé au fond de moi. Je ne me suis jamais dit, tiens, c'est quoi être un entrepreneur? Qu'est-ce que je dois faire, etc. Je l'ai plutôt vécu au fil de l'eau. Et puis, avec cette chance de très vite avoir démarré avec 2 associés qui sont restés mes associés jusqu'à maintenant. Et je le souhaite encore pour longtemps. Et dans lequel, en fait, du coup, si tu veux, on a… En fait, j'ai été accompagné, puis Alain, lui, avait déjà démarré une boîte, donc il était déjà associé, donc il a déjà un peu de recul là-dessus. Ça nous a permis de très vite trouver nos marques et puis expliciter ce qu'on voulait faire, comment on voulait le faire, de poser les choses. Donc c'est pas venu de moi, c'est plutôt venu donc de mon associé, enfin d'un de mes 2 associés, qui a bien posé les éléments. D'accord, c'est intéressant. Donc c'est vrai que c'est pas…
C'est vrai que tu as deux types d'entrepreneurs. Tu as ceux qui se lancent tout seuls. C'est pas forcément la même démarche que quand tu es entraîné avec des associés. Parce que là, il y a toujours quelqu'un, entre guillemets, pour rattraper l'autre, peut-être, tu vois. S'il y en a un qui a plus d'expérience, bon, on se sent peut-être plus en confiance aussi. On n'est pas tout seul dans le fauteuil du patron. Et donc, c'est toujours quand même, je pense, enrichissant de pouvoir commencer avec des associés, avec qui tu t'entends bien, on s'entend, pour justement partager, entre guillemets, le risque, les décisions et avoir... je vais te faire une autre petite anecdote, parce que quand même, moi, j'ai d'autres camarades, quand on avait une vingtaine d'années, qui justement étaient très dans le monde du jeu vidéo, tout début du jeu vidéo, enfin, dans la on va dire fin des années 80. On sort tous d'école, de nos études, et déjà pendant nos études supérieures, ils ont monté une boîte. C'était des copains, on était tous copains, on se connaissait depuis qu'on avait l'âge de 13, 14, 15 ans, tu vois. Et leur boîte, elle a duré 4-5 ans et ça s'est assez mal fini. Ils se sont fâchés. Ah oui. Ça, par contre, j'ai très vite compris que monter une entreprise, c'était une histoire de capital. Qui dit capital dit argent, dit propriété. Ça fait pas très bon ménage avec les amis. Et ce qui est drôle, c'est que par rapport à ce que tu dis, effectivement, moi, quand je me suis associé avec mes associés, c'était pas des amis. C'était des gens avec qui j'avais d'abord eu une relation de travail. D'accord. Et donc, notre relation était axée là-dessus. Il se trouve qu'avec le temps, bien évidemment, 30 ans après, on est devenus des amis par la force des choses. Mais au-delà, la relation de départ était une relation déjà posée plus dans le monde du travail que dans le monde de l'amitié. Et alors, donc, ça aide. 2, effectivement, ça m'a évité d'être tout seul, parce que par contre, ça, je ne l'aurais pas fait. Moi, je suis très... j'aime beaucoup la notion d'équipe, de dynamique collective. Tu vois, je faisais des sports collectifs et pas des sports individuels. Et j'ai toujours aimé ça. Donc, je n'aurais pu l'envisager qu'en mode collectif. Ce qui m'intéresse, c'est la dynamique, la dynamique collective que ça entraîne. C'est vrai que c'est pas forcément la même chose d'entreprendre tout seul, entreprendre avec des associés. Alors c'est vrai qu'entreprendre avec des amis, on a souvent ce genre d'écho, des amis qui montent leur boîte et puis finalement ce ne sont plus des amis au bout d'un certain moment. Ah oui, ça fait. Moi je pense ça fait. Enfin, surtout quand tu es jeune. Quand tu es vieux, tu peux prendre ça avec un peu plus de distance, puis tu as l'histoire qui te permet de relativiser les choses. Quand tu es jeune, oui, c'est plus compliqué. L'histoire d'argent vient de se mêler, les histoires d'amitié, l'histoire d'argent, ça fait pas bon ménage. Déjà dans les familles, ça fait pas bon ménage. Oui, voilà. Donc on imagine que dans les amitiés, c'est pire. Parce que là, il n'y a même pas le lien familial pour te sauver. C'est ça, il n'y a même pas l'obligation du lien. C'est ça, il n'y a pas le lien du sang. Très bien. Alors, donc, dans ta façon d'entreprendre, donc j'imagine que tu as des valeurs, toi, qui te sont propres. Est-ce que donc, ces valeurs qui t'animent, tu profites, entre guillemets, de ton statut d'associé dans une entreprise pour essayer de les véhiculer dans ce que tu fais, ou pour toi, c'est deux choses qui peuvent être quand même assez dissociées au quotidien? Alors pour moi, c'est pas du tout dissocié, c'est même fondamental. Alors pour moi, pour le coup, effectivement, j'ai des valeurs et des principes, ça comme tout le monde. Par contre, j'essaye de faire l'exercice, et Dieu seul sait comme c'est difficile, de me les appliquer. Avant même de les défendre, c'est déjà de me les appliquer. Par ailleurs, il se trouve, et ça, à nouveau, Dieu merci, mes associés les partagent. C'est-à-dire que très vite, comme on a travaillé ensemble, et qu'on a vu justement, on partageait un certain nombre de valeurs profondes, de principes. Par exemple, dans la façon dont on va déployer l'entreprise. C'est quoi un salarié, un collaborateur? Comment est-ce qu'on le gère? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Pourquoi on fait ça? Tout ça qui sont des valeurs assez fortes quand même de l'entrepreneuriat. Hein. Pourquoi tu montres une entreprise? Qu'est-ce que tu veux faire derrière? Pourquoi tu le fais? Ces valeurs-là, on les a très vite identifiées par le travail. On s'est rendu compte qu'on avait quand même des points communs. Et ensuite, on les a posées sur la table tout de suite. En disant, OK, on monte une boîte. Enfin, la première qu'on ait montée. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on veut à 3 ans, à 5 ans? Et donc ça, pour moi, ce sont des choses extrêmement importantes. Et c'est ce qui fait que je me lève tous les matins et que j'ai la banane quand je vais au boulot. Même quand c'est compliqué. Et Dieu seul sait comment on peut passer dans des phases compliquées par moment. Mais parce que je pense que je suis en accord plus ou moins quand même avec moi-même. Comme dirait l'autre, je me lève le matin quand je me rase, je me regarde dans la glace. Si tu veux, j'ai pas l'impression de renvoyer une image qui n'est pas celle que je suis ou que je véhicule. Et en tout cas qui m'est renvoyée globalement. Et donc ces valeurs-là, les valeurs, pour moi c'est extrêmement important. Et j'essaye surtout de les respecter, de les appliquer à moi avant même d'en attendre des autres, des collaborateurs, etc. D'accord. Et donc on parlait du pourquoi on crée une entreprise et justement ça contribue au socle de valeurs et aussi
ça va favoriser, on va dire, l'entente avec les associés. C'est mieux de les partager, en effet. Et du coup, vous avez sans doute une vision commune. Alors, commune au moins partiellement, peut-être qu'après, il y a des petites divergences toujours autour d'une vision d'entreprise, de ce que vous voulez faire d'une entreprise. Et du coup, cette vision-là, est-ce que vous l'avez actée? Et est-ce que c'est justement plus, peut-être cette vision-là que vous essayez de communiquer? Comment vous essayez de transposer votre vision ou vos valeurs dans le quotidien de gestion de l'entreprise? Alors, oui, ça, on l'a absolument partagé. C'est même des réflexions profondes. Alors, on va être moins sur des principes philosophiques que déjà la raison pour laquelle, pourquoi est-ce que tout d'un coup, finalement, nous trois associés avons ressenti une dynamique commune, une envie commune. C'est autour d'une chose importante. Je pense que tous les trois, on aimait beaucoup l'innovation. Voilà, moi, quand j'ai commencé à travailler, le truc qui m'obnubilait le plus, c'est comment on pouvait faire mieux ce qu'on nous demandait de faire. Voilà. Et donc d'essayer de trouver des choses nouvelles façons, soit de penser les problèmes, soit de mettre en place des solutions. Voilà. Et je pense que mes deux associés, c'est la même chose. Et donc, sur ce socle-là, évidemment, après, quand tu y réfléchis, justement, on s'est associés, on avait déjà entre 25 et 30 ans quand on a commencé tout de suite, le but qu'on avait, c'était par rapport à justement de l'innovation, entre autres dans le monde de l'information, si on rentre un peu plus dans le détail de ce qu'on fait nous, qui est l'accès à l'information dite non structurée, l'information texte, les images, aujourd'hui ce qu'on appelle les images vidéo, l'information non structurée, donc pas les chiffres, les lettres. C'était d'essayer d'amener de la nouveauté en utilisant l'informatique et la puissance qu'elle permettait pour accélérer, par exemple, l'accès à la connaissance, ce genre de choses. Ensuite, on partageait assez des valeurs autour justement de la mutualisation, du fait de faire des choses ensemble. Au-delà même de les faire ensemble, c'était une valeur qui compte pour nous. Par exemple, moi j'ai été très tôt un forummer, je suis donc né, tu as compris, dans le web 1.0, voilà. Moi, j'ai été très vite intervenu dans les forums. J'ai très vite partagé mes points de vue, mes idées, voilà, et puis mes passions autres que celles de mes métiers dans les forums. Donc, les constructions collectives m'intéressent. Le fait de... voilà. Ça, ce sont des valeurs qu'on avait en nous assez profondément tous les trois et qu'on a vraiment formalisé en se disant, notre boîte, en gros, quelle est sa valeur? Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est créer une aventure commune, collective, dans lequel on va essayer d'améliorer, par exemple, l'accès à la connaissance, à l'information, à tout le monde. Voilà, c'est ça. Et partant de là, on a décliné effectivement un certain nombre de valeurs et puis de méthodes qu'on a mis en place, voilà, sur lesquelles on est plutôt aligné et qu'on essaye de faire au jour le jour. Je vais prendre un exemple. Oui, très vite, on est rentré dans les méthodes agiles. On a beaucoup aimé les méthodes agiles parce qu'elles permettaient d'aller vite. Pour offrir quelque chose, avec des cycles courts, et puis tout derrière la notion d'agilité qui est le fait de faire des cycles successifs pour améliorer. Voilà. Ça, c'est une démarche qui nous intéresse beaucoup tous les trois. On est plutôt à aller vite pour mettre quelque chose, pour faire quelque chose, pour avancer, plutôt que de penser le système à 10 ans et avoir un espèce d'effet tunnel incroyable avant de sortir le truc nec plus ultra. Voilà. Qui sera peut-être déjà dépassé quand même. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on partage, des valeurs, des méthodes, des principes. Et on essaye effectivement dans le day-to-day, de ce qu'on demande à nos collaborateurs, voire dans la vision que Alain porte beaucoup, c'est lui qui porte ça, évidemment. On a décidé que ce serait lui le patron, donc c'est lui qui porte ça auprès des collaborateurs. Mais qu'on essaie de leur donner tout le temps. On rappelle tout le temps un certain nombre de choses. D'ailleurs, on a un mantra, nous, avec 10 points que tous les salariés doivent lire. Enfin voilà, on essaye d'inculquer ça. D'accord. Et donc en fait, ce que je trouve intéressant, moi, justement dans le fait de créer une entreprise, donc on a la vision pour l'entreprise, on veut qu'elle se développe de telle ou telle façon, on veut porter tel ou tel produit. Mais c'est vrai que, alors ce qui est d'autant plus vrai avec Jamespot, puisque vous êtes donc en effet dans le web, l'accès à Internet, et là c'est même plus le travail collaboratif dans les entreprises, c'est même une action pour la société. Enfin, c'est vraiment un bras armé, entre guillemets, pour essayer de voir des changements aussi chez vos clients, les premiers, et puis peut-être après chez les collaborateurs indirectement quand vous les managez. Il y a certaines valeurs comme ça qui sont véhiculées dans l'entreprise, mais qui peuvent aussi du coup dépasser les murs de l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez ou... Ah non, non, oui, je veux dire, bien sûr. Le ah non, était ah non, bien évidemment, comme si, tu vois. Bien sûr, c'est moi en plus, je m'occupe particulièrement des clients, donc je mets en place nos systèmes chez les clients. Et bien évidemment que moi j'arrive avec mon bagage et toutes ces valeurs
Et d'ailleurs, à tel point que je pense qu'il y a des clients, bon, je le dis dans la boîte, donc il n'y a pas de souci, mais il y a des clients, par exemple, qui je pense qui ne travaillent plus avec nous ou qui ne veulent plus travailler avec nous, parce que ce que j'incarne n'est pas ce que leur façon à eux de concevoir le monde, de concevoir le travail collaboratif dans l'entreprise, etc. Moi, j'arrive avec effectivement tout un bagage qui consiste à plutôt redonner de l'autonomie aux gens. Dans un monde, enfin en tout cas dans une société française qui est quand même archi-productive. Je rappelle qu'on est quand même le pays, je crois, le plus productif au monde. Et on est le pays le plus productif au monde parce qu'on a processé un ensemble de choses incroyables. Donc on fait des collaborateurs des machines à délivrer du process, avec des contrôles à tous les niveaux. On vient de vivre, on sort de l'époque Covid. Dans les analyses qui sont faites de ça, il est bien dit que les contrôles à tous les niveaux, par exemple par l'État, donc c'est culturel chez nous, ont bloqué, ont sclérosé les choses. Voilà. Moi j'arrive, au contraire, je te parlais tout à l'heure méthode agile, tu vois, ça tombe bien, en disant il faut, nos outils sont là pour redonner de l'autonomie aux gens, pour leur permettre effectivement d'accélérer, d'aller éventuellement plus vite, ou d'aller en tout cas dans des chemins différents qui leur permettent d'être efficaces et de se sentir efficaces. Voilà, moi j'arrive avec tout un bagage comme ça, qu'on porte nous en interne, mais moi que je porte auprès des clients. Et il y a des clients qui adorent, et sur lesquels je pense qu'on a eu vraiment un effet très positif, de les amener tout doucement dans une transformation de leur process, de leur même façon de concevoir le comment travailler ensemble. Et il y a d'autres clients, des entreprises beaucoup plus rigides, dans lesquelles, par exemple, la sécurité, la performance, sont les maîtres mots. Ce sont des entreprises généralement très silotées, etc. Et évidemment, quand tu arrives et que tu dis que tu es là pour casser les silos... Le discours, oui, il passe pas. Ça passe pas, voilà. Et donc, l'outil, d'ailleurs, par lui-même aussi, peut ne pas passer. Et oui, il y a des clients avec lesquels je vois bien que ça ne s'est pas bien passé parce que... C'était pas leur culture. Voilà, c'était pas leur culture. Les valeurs que j'incarnais et que notre entreprise incarnait n'étaient pas les leurs. Voilà. Tout à fait. Non, ça, de toutes les façons... Ils prendront aucun réseau social d'entreprise, ces gens-là. Ils auront du mal, c'est clair. C'est clair. Ok. Autre petite question professionnelle. Quelles sont les leçons les plus douloureuses, donc professionnelles, que tu as dû subir? Alors, la plus douloureuse, moi, elle est évidemment, on est chef d'entreprise, donc en gros, à un moment, oui, tu dois avoir des clients, tu dois signer des contrats, et puis tu payes des collaborateurs pour la réalisation de ces contrats. Le jour où tu as un gros contrat alors qui se passe mal, mais en plus où tu as quelqu'un en face de toi qui t'a menti en fait, et où dans lequel toi tu as embarqué ta boîte, etc. Ouais, là j'ai eu moi un très mauvais souvenir, très difficile, parce qu'on était limite de devoir licencier des gens. Et ça c'est extrêmement difficile. Puis en plus quand c'est fait salement par le client, il savait très bien que il allait nous planter. Il le savait. Voilà. Bon, alors je m'en veux pas, parce que dans la vie tu peux pas toujours deviner que le type, en plus il se trouve être une personne un peu connue, a des introductions un peu partout. Même si je me méfiais quand même, parce que ces gens-là, j'en ai croisé quelques-uns dans ma vie, je te dirais que c'est pas ceux-là sur lesquels je me suis senti le plus proche, on va dire ça comme ça. Mais voilà, ça c'est un douloureux souvenir, parce qu'à un moment j'ai eu peur de fermer la boîte, j'ai eu peur de licencier tout le monde, etc. Ça c'est le premier, et puis alors pour le coup j'étais vraiment directement impacté. Puis il y en a un autre qui est aussi du même acabit, qui là est avec Alain. Alors c'est Alain, je pense qu'il a beaucoup plus mal vécu que moi. C'est les 2 avions dans les tours en 2001, on est à l'époque, la boîte s'appelle RSM. On est en pleine 2e levée de fonds, on a recruté, on doit bien être une 50aine ou une 60aine. On est en plein 2e tour de table, on va pour le boucler. Finalement, on n'arrive pas à le boucler au mois de juillet, on dit c'est pas grave, on boucle en septembre, et puis le 10 septembre, 2 avions dans les tours, et là tout s'arrête. Et là, nous, on a embarqué, on est 60 à bord. Et évidemment, on n'a pas le chiffre d'affaires qui va avec. Là, on était dans un modèle de développement économique business, de la start-up, très classique, à l'américaine, avec des fonds. Et là, c'est un plan de licenciement à 20 personnes. Alors, pourquoi je l'ai un peu, moi, à l'époque, un peu mieux vécu, même si c'est un moment extrêmement difficile et pas agréable. D'abord parce que on est à l'époque, on a à peu près une 30aine d'années. La moyenne d'âge dans la boîte, ça devait être, je sais pas, 23, 24 ans. Donc en gros, des gens qui retrouveraient du boulot sans problème. Donc, tu vois, t'es pas en train de licencier des gens qui ont 50 ans, dans lesquels tu sais que ça va être difficile. Bon,
Mais ça reste quand même un moment difficile, délicat, voilà, et humainement d'ailleurs, parce que techniquement il est assez simple. On a coutume de dire avec Alain, c'est beaucoup plus facile de gérer un moment de crise dans lequel tu fermes tous les robinets que de savoir ouvrir les bons robinets pour se développer. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Hein. La croissance est plus difficile à gérer, enfin à réussir que ce genre d'événement. Voilà. Mais il est plus dur humainement. Ah ouais, non, mais c'est vrai que dans l'informatique, il y a eu des grosses crises, en effet. Celle de 2001, elle était pas mal. Ouais. Elle était pas mal. Alors, ce que je te propose, c'est d'en tirer une autre. J'ai des petites cartes. Vas-y. Donc, questions professionnelles, au hasard. Donc, je ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Vas-y. Hop. Alors, si tu arrives à me lire, hein, parce que... Alors, ton dernier entretien d'embauche en tant que candidat. Oh, bah, il n'est pas tout jeune celui-là. Alors, le dernier dont je me rappelle, parce qu'il y a ça aussi, dont je me souviens. Oui. C'était il y a, ça devait être en 2000, je te dis pas de bêtises, ça devait être en 2003, 2002 ou 2003, parce que c'est le dernier vraiment que j'ai dû passer en vrai. On est donc à la sortie d'Arisem, en tout cas en ce qui me concerne, hein, les avions dans les tours, etc. Finalement, on est racheté d'ailleurs par Thales à la fin. Et moi qui à l'époque m'occupe du business de cette boîte-là, assez classiquement, on va dire, voilà, je suis dans les premiers à être sorti. Quand tu es racheté par quelqu'un, généralement, tu as quelques fondateurs qui restent. Alain, Paul était resté, et puis tu as quelques-uns qui représentent plutôt, on va dire, l'ancienne histoire. Donc celui business, généralement, est celui qui saute assez facilement. D'accord, voilà. Donc c'était toi. Donc c'était moi, donc j'avais sauté, et donc du coup je me suis mis plus ou moins à chercher voilà, du boulot, et je rencontre donc une entreprise qui était assez proche de nous, que je connaissais plus ou moins, et puis je passe l'entretien en mode classique. Et je me rappelle, bon, évidemment j'arrivais déjà avec une certaine histoire avec Arisem, hein. On avait levé des fonds, etc. Enfin moi j'avais beaucoup développé la boîte, hein. On avait fait des belles croissances en termes de chiffre d'affaires. Et le gars à la fin me dit, qui était le patron de cette boîte-là, me dit, vous avez un profil intéressant, mais j'ai peur que vous soyez trop influent, trop... Que vous fassiez un peu trop d'ombre. Presque ça, tu vois. Et je me suis dit, effectivement, moi j'ai dû arriver avec mes gros sabots, enfin tu vois, je me suis dit, en sortant de l'entretien, je me suis dit, t'as pas été très malin. Parce qu'évidemment, en voulant montrer ce que j'étais... Tu étais bon pour le poste, tu as montré que tu étais trop pour le poste. Voilà, et surtout que peut-être j'étais effectivement potentiellement... pas ce qu'il attendait, voilà. Mais donc voilà, c'était un souvenir rigolo de mon dernier entretien, et depuis je crois que j'en ai pas repassé, sauf à considérer que l'entretien d'évaluation qu'on fait chaque année avec Alain, ah oui, absolument, madame, chaque année nous faisons un point d'honneur à nous faire des entretiens croisés entre associés, c'est intéressant. savoir ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché, voilà, on se fixe des objectifs, on se donne des challenges, et puis et donc ça ressemble un peu à un entretien d'embauche, c'est pas un entretien d'embauche, hein. Mais non, donc je continue à me faire évaluer par mes pairs pour le moins, au moins, voilà, chaque année. Ah bah c'est intéressant, tu vois, ça c'est pas une pratique courante, je pense, dans les différentes sociétés, hein, je crois que c'est la première fois que je l'entends, entre associés, parce que bon, les salariés et les entretiens annuels, ils sont habitués, voilà. Mais entre associés, c'est vrai que pas souvent. Bon, on sait qu'il y a des CODIR, des comités de direction, etc., mais c'est pas l'occasion de dire ah non, là c'est un vrai. D'ailleurs, on prend la fiche, figure-toi, la même fiche que celle qu'on a avec nos salariés, avec les collaborateurs. Donc c'est vraiment la même fiche, voilà, dans laquelle on coche les choses, puis on se dit qu'est-ce qu'on veut faire l'année prochaine, où on veut aller, enfin voilà, tous ces éléments-là. C'est une bonne pratique à retenir, on ne sait jamais. Ça peut je conseille à tous, excellente pratique, parce que ça permet aussi de se dire les choses. Entre associés, c'est pas toujours simple de se dire les choses, surtout de trouver le moment ou le contexte pour les dire, sans que ce soit dans un moment justement de réaction affective ou émotionnelle. Et donc ça permet de le faire dans un moment qui est un moment justement formaté, qui est formaté, qui est prévu pour, et dans lequel tu peux prendre justement un peu de distance par rapport à tout ça. Ok. Et une autre petite question pro ? Allez, vas-y. Et après on va passer au privé. Alors, pour toi, c'est quoi réussir ? Ah oui, ça c'est une grande phrase. Alors ça, si je savais y répondre comme ça serait merveilleux. Pour toi, en fait, quand est-ce que tu te dis que tu t'as réussi ? Alors, si tu te l'es déjà dit.
Alors oui, je me le dis parce que, bien sûr que je me le dis. Je me le dis parce que j'ai une chance incroyable. Alors ça, par contre, d'ailleurs, ça va rebondir sur ce que c'est que réussir. Réussir, c'est d'abord faire un boulot que j'aime et qui marche bien. Voilà, tu vois, la base de la réussite, c'est quand même de se lever le matin et d'être content de se lever et content d'avoir à faire. Et surtout, même les choses qui sont désagréables ou qui ne sont pas, parce que dans la vie, on peut arriver, tout n'est pas agréable, hein, c'est que par contre, la valeur positive que tu en ressens est toujours plus forte que la valeur négative. Donc pour moi, ça c'est, pour le coup, vraiment, tu vois, la réussite. Ouais. L'autre réussite dont je suis assez fier, moi, c'est justement, on parlait tout à l'heure de dynamique collective, etc., c'est d'avoir créé, à travers nos diverses entreprises, hein, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est notre troisième, je crois, aventure commune, voilà. C'est d'avoir créé de la valeur, mais non pas de la valeur financière, parce que moi je ne cours pas spécialement après l'argent, ce n'est pas un de mes moteurs, mais de la valeur humaine. C'est-à-dire que, voilà, on a embarqué, on a recruté, peut-être, je ne sais pas, on doit en être à 200 ou 300 personnes recrutées sur l'intégralité de notre histoire. Des jeunes, des vieux, des gens qu'on a reclassés, qui étaient en bout de course quelque part, qu'on a fait revenir dans un monde du travail, etc. Des jeunes qu'on a lancés, beaucoup, qui d'ailleurs continuent la plupart à être avec qui on est. Moi, je suis enfin en contact avec pas mal d'entre eux, voilà, qui ne manquent jamais de me dire c'était super, merci de m'avoir donné ma chance, d'avoir pu découvrir ce monde-là, intégrer ce monde-là, etc. Ça, moi, ça, j'en suis très fier. Moi, je suis fier de ce qu'on a, fier et, de toi, d'avoir réussi à créer ces dynamiques-là, à avoir emmené des gens, à avoir apporté de la valeur aux clients, à avoir, ça, c'est des choses sur lesquelles je suis assez content. Ouais, je pense qu'il y a de quoi. Il y a de quoi. Alors maintenant, question plus privée. Ouais, vas-y. La première question, voilà. Bah oui, tiens, si tu n'avais pas été entrepreneur, donc si tu étais resté en mode salarié, chercheur ou je ne sais quoi, à ton avis, quelle personne tu serais devenu finalement? Est-ce que tu serais la même? Tu serais différent? Oh bah forcément, tu serais différent parce que ça, il y a des chances. L'inné, l'acquis, ce que ce que tu apprends dans le temps. Donc oui, je serais forcément différent. Alors quelle personne j'aurais été, je suis incapable de te le dire. Mais oui, j'aurais forcément été différent. Les expériences que j'ai vécues m'ont aussi... les rencontres. Tu connais Alain, c'est un personnage quand même assez... Il y a une vidéo assez avec intéressant, Alain, oui. Et oui, bien évidemment, quand tu rencontres ce genre de personnes et que tu passes 30 ans à travailler avec quelqu'un comme ça, bien sûr que ça te change ton point de vue. M'a changé mon point de vue même politique. Alain est assez impliqué politiquement. Moi aussi, j'aime bien ça. Nos échanges, nos confrontations d'un point de vue politique, par exemple, m'ont aussi fait bouger mes lignes. Donc oui, ça fatalement, il y a eu un impact. Oui, et puis je serais resté dans un labo toute ma vie, ça c'est sûr. D'abord, j'aurais été malheureux, ça je pense que c'est... La preuve, c'est que je vais te dire pourquoi. Tu sais quoi, j'ai repensé à ça il y a pas longtemps. Pendant le confinement. Ah bah oui. Tout d'un coup, pendant le confinement, je me suis retrouvé effectivement tous les jours, même endroit, même personne, ma femme, mes enfants, pendant 2 mois. Et moi, le télétravail, je savais déjà que c'était pas mon truc. Bon, après, il faut le faire, tu le fais. Et puis je le fais dans de bonnes... J'ai de la chance, je remercie, voilà. J'ai fait plutôt dans un contexte très, très agréable, il n'y avait pas... Mais sur le fond, c'était pas satisfaisant. D'ailleurs, je dormais mal, comme 30% des Français, j'ai lu ça. Alors que j'ai jamais de problème à dormir. Je dormais mal, je n'étais pas bien, etc. Puis d'un coup, ça m'a questionné. Et tu sais quoi, je me suis rappelé, finalement, pourquoi j'étais parti du monde des laboratoires, etc. J'ai revécu la même chose. Ce truc enfermé, qui pour moi est très sclérosant. J'ai besoin d'ouvrir, j'ai besoin d'espace. Chez moi, c'est tout ouvert. Les bureaux, c'est les open space. Voilà. Moi, j'ai vraiment un vrai besoin de ça. J'ai besoin d'avoir, tu vois, j'adore nos bureaux parce qu'il y a juste une rue qui est dans l'angle là, et j'ai une perspective. Et d'ailleurs, je suis un peu claustrophobe. J'aime pas les endroits clos, etc. Il faut pas t'enfermer quelque part. Non, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. D'accord. Alors peut-être avec le confinement, ça va peut-être rebondir là-dessus. Mais la deuxième question, c'est quelles sont tes plus grosses remises en question personnelles? Mais il y a les plus grosses, je sais pas, mais celles qui te viennent, en tout cas là maintenant. Il y en a beaucoup en fait, parce que je pense que le progrès vient de la remise en question. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. C'est comme ça que j'aime à le vivre. Et Dieu seul sait. J'arrête pas de dire Dieu, c'est très étonnant. Mais comme c'est difficile, parce que par moments, il faut se forcer. Les plus grosses, elles sont, alors d'un point de vue perso,
évidemment, pas rentrer, mais c'est avec ma femme. Ça fait 15 ans qu'on vit ensemble, ma deuxième femme. Et forcément, déjà, quand tu as déjà eu une expérience avec une première femme, ta deuxième femme, forcément, tu as analysé ta première expérience Voilà, et tu te dis tu fais qu'est-ce pas qui les fait que choses ça. pareilles, Voilà, voilà, et puis qu'est-ce qui fait que ça, à un moment, ça n'a plus marché. Voilà. Comment on fait pour pas que ça. Donc, bien sûr, comme tout couple, on a des histoires et donc, c'est une question de remise tu vois, en cause personnelle avec toutes les difficultés, voire les douleurs que ça peut être, parce que, bah oui, par moments, ça va chercher des choses un peu profondes Bah ouais. donc voilà, c'est pas simple. Mais je vais te dire, j'ai la même chose avec mes associés. Et voilà, ça nous est arrivé, alors nous engueuler, c'est un bien grand mot, enfin en tout cas avoir des moments difficiles, Un peu tendu, des voilà, moments ouais. de grande tension difficiles, de remise en cause des uns et des autres. D'ailleurs, parce que le monde extérieur aussi nous influence, en particulier la vie privée. Ouais. Ah, on a connu, nous associés tous les trois, des moments difficiles dans nos vies privées qui forcément rejaillissaient dans le monde pro. Et là, c'est la chance de se connaître depuis 30 ans, d'être devenus des amis, de savoir en parler, pour que plutôt s'entraider dans ces cas-là. Et savoir à un moment se dire, bon, c'est pas grave, voilà, c'est un moment difficile et tant pis, voilà, on va essayer de faire différemment. Mais voilà. Et donc les plus grosses, je t'avoue que je ne rentrerai pas dans le détail, mais de mon caractère. Ouais. Mais oui, j'en ai connu voilà, pas mal. Et je continue à en connaître. Et puis, je n'allais pas te dire, j'espère que je vais continuer à en connaître parce que ce serait idiot. Mais quelque part, ça veut dire que, comment tu dire, que tu progresses. Ça veut dire que tu es dans la vie. Que le jour où tu te remets plus en question, le jour où tu te remets plus en question et où jamais personne vient te challenger de quoi que ce soit, c'est que tu vis un peu comme un ermite tout seul, quoi. Donc il y a peut-être des gens qui sont très heureux comme ça, mais moi, en tout cas, c'est pas ce dont j'ai envie. Même si c'est quelque chose que je pratique volontiers. Voilà, j'aime bien être tranquille tout seul, mais voilà. Après, tu as des gens qui sont plus ou moins ouverts à la remise en question, parce que tu en as qui se font challenger volontiers par leur entourage, c'est pas pour autant qu'ils vont bouger d'un iota, parce qu'ils sont convaincus que leur façon de faire est la bonne, etc., et que c'est plutôt les autres qui devraient, changer. Donc c'est vrai que quand on est une personne qui se remet en question facilement, on pense que c'est normal, et finalement on se rend compte avec d'autres gens autour qui ne le font pas, on se dit finalement ça va faire si normal que ça. Et c'est assez marrant parce qu'on a vraiment tous une façon de réagir à des événements qui est complètement différente. Et moi, je trouve ça super rigolo. Mais tu as raison. D'ailleurs, moi, autant j'accepte d'être challengé, autant je ne bouge pas forcément toujours, comme tu dis. Mais par contre, j'accepte qu'à un moment, voilà, ma façon de faire ne plaise pas ou pose problème. Ça, je peux tout à fait l'entendre et l'accepter. Et par contre, après, oui, on voit si on change ou pas. Puis il y a des cas, évidemment, dans la vie privée avec sa femme et ses enfants, on est quand même un peu obligé à un moment. Si on veut, c'est un peu plus différent que dans le cadre du travail. Voilà. Il y a des fois, on peut rester sur ses positions parce qu'on s'est remis en question et on a jugé que non, nous, on va rester comme ça parce qu'on aime bien être comme ça. Et puis voilà, il n'y a pas plus d'impact que ça finalement. Mais dans d'autres circonstances, en effet, des fois les remises en question sont nécessaires, même si elles sont douloureuses, parce que des fois c'est difficile de reconnaître soit qu'on a merdé, soit qu'on a eu tort. Voilà, ça c'est quand même difficile à avaler. Enfin, ça dépend du caractère de chacun, mais c'est pas forcément le plus facile à faire. Ok. Alors, autre question. Dirais-tu que l'entrepreneuriat est un parcours initiatique qui permet un développement personnel, voire spirituel ? Alors, oui, c'est marrant parce que je parlais de Dieu, alors que moi, justement, je parle assez peu de Dieu, ou quand j'en parle pas forcément dans le même... Bon, là, c'était une dimension proverbiale plus qu'autre chose, mais... Oui, là, c'était vraiment pour le proverbe. Alors, est-ce que c'est un parcours initiatique ? Oui, forcément. Alors, en quoi ? Parce que, de toute façon, il y a on va dire des étapes imposées. Donc, on passe tous par là. Donc, à partir de là, il est forcément initiatique. Puisque on peut tous raconter un certain nombre d'étapes qui sont assez fondamentales, que ce soit sur les finances, la RH, enfin voilà, de ce que constitue une boîte, de pourquoi on fait ça, etc. De son lien à l'argent, voilà, aux bénéfices, comment on répartit, qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi, tout ça. Ça, je pense, sont vraiment des éléments initiatiques importants. Après, est-ce qu'il est spirituel ? C'est le mot que tu as utilisé, c'est ça ? C'est développement personnel, voire spirituel. Alors moi, ça dépend ce que tu mets derrière le mot... Alors ça, c'est chacun voit midi à sa porte. Spirituel. Justement. Au sens religieux du terme, pas du tout.
D'abord parce que... Après, Voilà. t'es pas religieux. Plus que ça. Ouais. Non seulement je le suis pas, mais pour le coup, enfin, c'est pas la religion qui m'embête. Ce qui m'embête plus, C'est le dogme, peut-être. C'est pardon. Le dogme. Oui, encore. Non, Non, c'est c'est pas ça. son école. Ouais. C'est la façon dont à un moment on veut te l'imposer et dont à un moment on va te le. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'ennuient là-dedans. Donc, j'irai sûrement pas comparer à ça. Et en plus, je pense que c'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que justement, il existe une multiplicité de parcours. On peut essayer de te faire rentrer dans effectivement telle ou telle école, tel ou tel dogme. Mais en tout cas, il y a une multiplicité de parcours. Et à la finalité, ça n'est pas en tout cas comment dire ? C'est toi qui vas faire ton accomplissement personnel. Et pour le coup, il ne profitera, toi, tes clients, éventuellement tes investisseurs, si tu as choisi des investisseurs, mais ça reste dans un monde limité, restreint. Donc voilà, pour moi, on est dans un... Alors, il peut être spirituel au sens où si tu as envie d'y mettre justement alors, tout dépend de ce qu'on appelle le spirituel, ça, de la pensée, de la réflexion, bien sûr. Et d'ailleurs, je souhaite à tous qu'à un moment, ce parcours-là les fasse réfléchir sur ce qu'ils sont, pourquoi ils font, enfin voilà, toutes les grandes questions qu'on est en droit de se poser. C'est les grandes questions humaines finalement. Voilà. Quand on dit spirituel, c'est ça, c'est qui suis-je, où vais-je C'est ça. Et que oui, et d'ailleurs, à mon avis, il est important de se les poser, par contre, je pense je dirais que c'est un plus pour s'assurer une réussite à un moment donné. C'est de savoir pourquoi on fait les choses, et à mon avis, on les fait mieux quand on sait pourquoi. Quand il y a un moteur un peu plus profond. Et qu'on y a réfléchi. Voilà, oui, ça c'est sûr. Que quand on subit sans jamais se poser les questions. C'est certain. Alors, on va passer du coq à l'âne. Qu'est-ce qui te passionne en dehors de ton travail? Ben oui, on se connaît un peu quand même. Bah oui. Donc j'ai une autre passion. Non. Si. Mais je vais te dire, c'est extrêmement important. Et alors justement, ça permet de rebondir sur le côté professionnel que ça. Donc moi j'ai une passion pour le vin. C'est un amateur de vin. Je dirais même plus que ça. Enfin, c'est un amateur parce que ça n'est pas justement, ça ne reste qu'un plaisir, une passion, mais qui est une passion un peu dévorante. Hein. Ma femme pourrait te dire que par moments, c'est quand même un petit peu dévorant comme passion. Pour moi, c'est une forme d'équilibre. À un moment, c'est une façon de sortir aussi du quotidien, tu vois, justement, d'avoir dans un endroit un peu d'oxygène, quoi, et puis surtout où j'ai que du plaisir. Et où justement, je peux chasser les contraintes. Quand j'ai pas envie, quand ça m'emmerde, excuse-moi, hein, mais du coup, tu vois, je peux, parce que dans le boulot ou dans la famille, quand ça t'emmerde, tu es quand même obligé de le traiter. Quoi. Voilà. Tu peux pas forcément. Donc c'est un endroit dans lequel, justement, je peux me focaliser sur la notion de plaisir. À tel point que quand on a eu l'occasion de monter d'autres boîtes, parce qu'avec Alain, souvent, on se dit, tiens, on pourrait monter une boîte qui fait ci, ça, on a toujours plein d'idées pour révolutionner le monde. À un moment, Alain m'avait dit, mais pourquoi tu fais pas un truc dans le monde, pourquoi on fait pas un truc dans le monde du vin, tu pourrais le faire, tu pourrais porter cette boîte-là, etc. C'est vrai qu'à un moment, ça m'a questionné. D'ailleurs, à un moment, j'ai mis un peu de sous dans une boîte en 2004-2005. Qui cherchait à lever des fonds, donc j'ai fait un peu de Friends and Family à l'époque. Et ça m'avait un peu questionné. Et tout de suite, je me suis dit, mais non, ça doit rester dans le plaisir. Voilà, exactement. Ouais. Que ça ne soit pas une contrainte. Voilà. Et donc, du coup, voilà, c'est resté ça. Et pour l'instant, écoute, ça reste ça. Oui, bien sûr, si peut-être, tu vois, moi j'arrive tranquillement vers les années où tu vas commencer à réfléchir à ce qui va se passer après, tu vois. Donc, oui, ça fait partie des éléments de réflexion bah oui, mais après, une fois que j'aurai fini, on va dire à la retraite, la fameuse, bah tiens, est-ce que j'aurais pas, tu vois, envie, intérêt, c'est plus la même chose, je serai arrivé à un certain âge, plus besoin de montrer de la réussite, enfin, tu vois, la réussite, c'est un autre rapport social même à son activité. Donc je me dis, tiens, c'est une piste, mais j'en ai d'autres. D'accord, ouais. Bon, ça, je m'inquiète pas pour toi. Je suis sûre que tu trouveras de quoi t'occuper à la retraite, même si c'est pas un vignoble, ce sera sans doute autre chose. Ah, ce sera sinon la politique, moi, c'est clair. Ouais. Sinon, c'est la vie de la société, mais la politique, mais locale. Tu vois, ouais. Tous les deux, on fait partie d'un club d'entreprise local. Et donc, tu vois bien que oui, c'est des choses qui m'intéressent aussi, de m'investir un peu, probablement plus dans ces choses-là, ouais.
Ok, bah justement, ça fait tout à fait la liaison avec la question suivante. Aimerais-tu laisser une trace? Et si oui, laquelle? Tu veux dire dans le temps, dans l'histoire? Bon, alors après, c'est à ton Alors échelle, là, j'ai envie de dire. Il y en a qui ont certaines ambitions, pas tu du vois. tout. Je vais te dire un truc. Du tout, du tout. Ah non, c'est marrant. Hein. Ouais. C'est pas du tout quelque chose enfin, tu vois, laisser une trace dans le temps. Si je laisse déjà une belle image à mes enfants, tu vois, je serais ravi. Mhm. Mais alors, ah non, c'est marrant, je suis pas du tout dans une quête voilà, l'homme dont on se Je veux rappellera, impacter qui la a fait société. ça. Mais moi, je pense que je l'impacte tous les jours et que Mhm. finalement, c'est pas parce qu'on laisse un grand nom dans une grande histoire que. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les milliers de gens Mhm. qui ont laissé des toutes petites choses, mais qui ont transformé l'histoire à tous. Ouais. Toujours pareil, la dynamique collective. Mhm. Tu vois, on a coutume de dire chez nous, chez James Spot, que justement, personne n'est irremplaçable. Mm. Et pour moi, quelque part, même si bien sûr, il y a des grands hommes qui ont laissé des grandes choses dans l'histoire, c'est pas comme ça qu'on devrait penser le monde. Le monde, c'est toute cette somme d'individus, d'intelligence collective qui a fait changer l'histoire. Parce que même tout seul, même les grands héros, voilà, en ce moment, voilà, c'était l'appel du 18 juin de Gaulle. De Gaulle n'est rien sans tous ces Français qui sont venus le suivre à Londres. Puis ensuite, voilà, bien sûr qu'il est incroyable. Il a laissé une trace dans l'histoire. Charismatique, voilà. Voilà, bon. et tu vois, je n'ai aucune motivation d'être particulièrement celui qui va représenter quelque chose. Ce qui m'importe par contre, c'est de participer au fait qu'on ait changé le monde. Ça oui, ça m'intéresse beaucoup plus. Et qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Et c'est pas forcément en étant le leader, en prenant le truc. C'est, tu vois, même si nous, ma femme est très écolo, etc. Voilà, à la maison, on trie beaucoup, même au-delà du raisonnable. Enfin, voilà, elle dépiote les trucs pour trier. Enfin bon, elle est très investie. Bon, moi, au début, je te vois que j'ai eu un peu du mal à m'y mettre, et puis tout ça. Puis finalement, avec le temps, tu vois, dans les concessions du couple, de la remise en question, il y a aussi d'accepter l'autre dans ses valeurs, justement, dans ce qu'il pense être. Donc, je me suis mis à faire ça aussi. Pas toujours simple, pas toujours facile, mais ouais, je fais l'effort de le faire. Et tu vois, je pense que à un moment, ma motivation a été au-delà d'accepter pour faire plaisir à ma compagne. Ça a été également de me dire, bah oui, mais finalement, en faisant ça, je participe moi-même à quelque chose, à un des principes et des valeurs que je défends. Et tu vois, quand je disais tout à l'heure, se les appliquer à soi-même. Bah oui, il y a des moments où, voilà, et ça me demandait un effort, puis bon, bah, je m'y suis mis, etc. Et je suis plutôt content de participer à ça. Voilà, même si c'est pas idéal, même si je pourrais sûrement faire mieux. Parce que, tu sais, on peut toujours faire mieux, mais déjà on essaye, on fait quelque chose. Et donc, je préfère, tu vois, ça me paraît plus intéressant que d'être celui qui, à un moment, restera dans l'histoire comme. Voilà, ça m'a. Enfin, si ça m'arrive, tant mieux. Voilà, tant mieux pour mes enfants, tant mieux pour ceux qui. Je sais pas, tant mieux pour qui d'ailleurs. Moi, je serais disparu. Mais en tout cas, c'est pas une motivation. Je veux pas être l'homme qui. Voilà, ça m'intéresse pas du tout. C'est pas ce qui va te. Non. C'est pas un driver, quoi. Ok, alors moi j'en ai d'autres des questions privées. Je propose qu'on en tire une ou deux encore. Vas-y. Alors, tac, je vais essayer de te faire un bel éventail. Oh, ta plus grande leçon d'humanité. Oh, elle est pas facile celle-ci. Non, elle est dure celle-là. Ma plus grande leçon d'humanité. Elle est très dure parce qu'en plus, je vais te dire, après, puisqu'on est un peu dans le cadre de l'intimité, Sur le fond, je pense que alors, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais je pense que je ne suis pas quelqu'un de très empathique. Ou en tout cas, c'est l'image que je renvoie. En tout cas, c'est comme ça que je me vis. Je suis quelqu'un de très sensible, ça oui. D'ailleurs, à tel point, je mets des murs autour de moi et je me protège beaucoup. Et donc, je pense que du coup, je ne suis pas très empathique. C'est une façon de me défendre. Ouais. Donc ma plus grande leçon d'humanité, c'est quand je vois des gens qui sont capables de cette empathie auprès des autres. Je pense là à quelques personnes que j'ai rencontrées ou qui ont parcouru le monde pour des ONG, voilà, qui ont été affronter la famine dans des pays, voilà, la maladie, la guerre, ou qui s'occupent de gens à la dérive, de drogués dans la rue, voilà. Donc Dieu seul sait que c'est extrêmement difficile tu vois, de s'occuper d'eux, c'est des amener dans un. En plus, moi, je suis un impatient, donc voilà. Et ma plus grande leçon d'humanité, c'est quand je suis confronté à ça. Alors, pourquoi? Parce qu'elle me renvoie.
ma médiocrité, il ne faut pas exagérer. Mais quelque chose que tu ne sais pas forcément faire voilà, facilement. que je ne sais pas faire. Et voilà, et donc je te dirais que ce serait ça. Alors j'ai posé la même question à Alain. Ouais. Je me dis, là, on est sur du numérique, justement, le support numérique. L'avantage du support numérique, c'est que ça peut vivre assez longtemps dans le temps. Donc potentiellement, il y a Mathieu du futur là, qui te regarde en ce moment. Et c'est l'occasion pour toi de lui dire un petit truc. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? C'est Mathieu du futur qui me regarde. Je ne sais pas où il est, mais il me regarde. Il doit être par là. Alors, qu'est-ce que je pourrais lui dire aujourd'hui, c'est le Mathieu d'aujourd'hui qui Mathieu doit parler qui parle au Mathieu du futur. Au Mathieu du futur. Je vais te dire ce que je vais lui dire. C'est que j'espère que ces vignes ont bien poussé là, que la vendange s'annonce bien. Voilà, que le millésime de l'année dernière s'est peut-être bien vendu, ou en tout cas qu'il est bon pour le moins. Et que peut-être qu'il faudrait qu'il repense à la campagne qui va arriver, la campagne électorale du maire, de son village de 300 habitants. Des municipales, exactement. On est en plein dedans, voilà. Ça marche. Alors, pour varier un petit peu les plaisirs, tu vois, j'ai plusieurs choses. Alors tiens, on va faire ça. On n'a pas été assez critique encore. Là, j'ai des petites cartes avec des poncifs, des clichés ou des a priori sur le monde de l'entrepreneuriat ou du patronat. Je t'invite à en prendre une, puis on va voir sur quoi tu tombes et comment tu réagis à ce que tu lis. Poncif, cliché, a priori. C'est au dos. Alors, au dos. Pas de sentiment en affaires. Très intéressant ça. Pas de sentiment en affaires. Alors non, moi je pense évidemment pas du tout ça. Voilà. Alors je pense pas du tout ça, pas exagéré. Les affaires, c'est pas non plus un monde affectif. Tu vois, c'est ni un monde affectif ni un monde non affectif. Par contre, non. Voilà, il y a des moments où tu as envie de travailler avec des gens, d'autres tu n'as pas envie de travailler avec. Et au nom de l'argent, en tout cas en ce qui me concerne, les gens avec qui j'ai pas envie de travailler, je travaille pas avec, quoi. Voilà. Donc, et alors pour le coup, comme je disais, la difficulté c'est toujours de mettre en action, en pratique, ces valeurs. Par exemple, oui, ça nous est arrivé, et qu'Alain, pas souvent, mais ça nous est arrivé, qu'on ait dit à 2-3 clients que c'était nous qui arrêtions, qu'on ne voulait plus travailler avec eux. Parce que la façon dont ils traitaient les collaborateurs était inacceptable de notre point de vue. La façon dont ils était à l'opposé de ce qu'on pense. Et oui, tant pis, on a perdu un contrat. Mais un contrat ne vaut pas crédit illimité, quoi. Voilà. Donc, il vaut mieux éviter de mettre du sentiment dans les affaires, ça c'est sûr. Mais par contre, quand celui-ci arrive et est débordant, alors, oui, bien sûr qu'il faut juger. Et dans ce cas-là, il faut y mettre il faut arbitrer. Voilà, exactement. Ok, très bien. Alors après, j'ai des questions d'enfants. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Des fois, c'est qui tout double. Vas-y. Les questions qui tout double. Je ne sais pas ce que ça donnera. Hop. Alors, tu te fais gronder des fois par qui? Là, je l'ai déjà dit, finalement, ça repose de quelques petites... Donc oui, je me fais gronder par Alain ou par Paul. Alors, gronder, c'est un bien grand mot, mais... Bien sûr qu'on a des moments où on parle du monde pro, là. Bien sûr, il y a des moments où des moments de tension. Voilà, et où peut-être on n'est pas d'accord, ou en tout cas on a fait des choses, tu vois, mais ça peut être des choses... tu vois, là, j'ai souvenir récent d'un mail que j'ai envoyé dans lequel Alain m'a dit « Mais non, tu peux pas écrire un truc pareil, tu vois. » Voilà. Ou de la façon dont tu l'as fait, non. C'est pas bien. Voilà. Et ou à l'inverse, il a dit un truc dans une de ses vidéos où je lui ai dit écoute, gars, là, je pense que non, tu peux pas pareil. Tu peux pas dire ça. Oui, là, parce que tu engages aussi tout Gen Spot derrière. Donc à un moment que toi tu le penses à titre perso, ça, j'ai pas de souci. Mais par contre, attention, parce que là, ça peut s'interpréter différemment, etc. Donc attention. Après, il peut y avoir des amalgames qui sont faits. Donc oui, on se par moment, alors, c'est pas grondé, bien évidemment. Non, mais bien sûr, mais c'est les enfants qui disent ça. Oui, tout à fait. Voilà. Mais oui, on se faire remonter les bretelles un petit peu, on va dire. C'est ça. Se faire critiquer. Alors, moi, j'en mettrais bien une autre comme ça, tiens, on va voir, sur laquelle tu vas tomber ensuite. Hop, tac. Ah, c'est à moi de te poser une question. Oh, bah alors.
Très bien. Alors, je vais effectivement te poser une question. Finalement, c'est quoi ton besoin profond caché derrière cette démarche que tu entreprends de questionner les entrepreneurs? Est-ce parce que toi-même, tu te poses des questions sur ton... Ouais, alors c'est une bonne question ça. Alors c'est une réflexion que j'ai. Enfin, moi, je suis quelqu'un d'assez entier et ce que je ne supporte pas, c'est les étiquettes. Et on est dans un monde, une société qui met beaucoup d'étiquettes aux gens. Et donc, dans certains contextes, il faut se comporter de telle façon, dans certains autres contextes, de telle autre façon. Et les gens ne voient pas nécessairement, alors je généralise un peu, mais ne voient pas nécessairement qu'en fait, on a d'autres étiquettes par ailleurs. Et je trouve ça très dommage parce qu'on est tellement riche en mélangeant toutes ces étiquettes que je trouve ça dommage, du coup, de tomber après dans des clichés. Après, on a vraiment des clichés, les entrepreneurs sont comme ça, les patrons sont comme ça, les salariés sont comme ça, les gilets jaunes, c'est ça, les scientifiques, c'est comme ci, les chercheurs, c'est comme ça. Et du coup, on est tous dans des cases. Ce qui fait que ça, on va dire, ça fertilise l'incompréhension collective des uns des autres, etc. Et c'est pas comme ça que j'envisage en fait les échanges interpersonnels avec les différentes personnes. Pour ma part, je travaille dans l'innovation. Et pour innover, pour moi, il faut essayer d'être justement dans l'empathie et d'essayer de comprendre ses clients potentiels, leurs besoins, etc. Et on ne peut pas imaginer un client juste sous un de ses aspects, par exemple professionnel ou personnel. On ne peut pas dire juste, tiens, je vais m'adresser au père de 3 enfants. Bah oui, mais ce père de 3 enfants, je sais pas, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il travaille pas, est-ce qu'il a des passions, on peut pas isoler une personne avec une seule étiquette pour s'adresser à lui de façon convenable et de façon appropriée et directe. Et donc ce projet-là, pour moi, c'est une façon d'essayer justement de casser un peu les codes, de montrer que derrière des étiquettes, il y a des personnes qui sont tout aussi complexes que la personne qui nous regarde derrière et qui sans doute n'aime pas avoir une étiquette non plus de soit père de famille, mère de famille, célibataire invétéré, je ne sais quoi, étudiant, banlieusard, immigré, réfugié, enfin on peut en avoir des comme ça, voilà, une bagatelle. Et donc voilà, pour moi ce projet c'est cette opportunité-là de casser les murs. Et c'est pas pour rien que ma société s'appelle No Wall Innovation, c'est justement pour faire de l'innovation au-delà des murs, et c'est couper les silos, mais aussi les murs de l'entreprise et les murs entre les gens. Donc c'est vraiment pousser à l'extrême en fait ce concept-là. Donc voilà, tu sais tout. Ah écoute, merci. C'était effectivement... intéressant. Hein, c'est réfléchi. Ça, j'en doutais pas. Écoute, tant mieux. Alors ce que je te propose, c'est de tirer soit un peu une carte au hasard comme tu veux. Ça peut être privé, ça peut être pro, ça peut être un thème, ça peut être une phrase bouche-trou. Donc ça, c'est une phrase à trous qu'il faut remplir. Des questions d'enfants. Non, thème, vas-y, sur un thème. Un thème, allez. Alors, j'en ai plein. Hein. Alors, de toute façon, tu en tires un qui va nous durer 1 heure. C'est toujours le piège avec moi, je suis bavard. Alors, faut-il être chef d'entreprise pour comprendre ou être ami avec une chef d'entreprise? Ah, tiens, ça, c'est une très bonne question. Je la trouve pour le coup très intéressante. C'est toute la difficulté justement des relations entre pairs, c'est ce que tu viens de dire, des étiquettes et des relations entre pairs, parce que quelque part c'est ça que ça renvoie. C'est que je m'identifie en tant qu'eux, et donc je t'identifie en tant qu'eux, et finalement on partage des choses. Et si je partage avec toi, finalement tu as plus de mal à partager avec d'autres qui ne sont pas de mon étiquette. Moi je pense que c'est le grand problème de notre société, si on peut rebondir un peu, d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le communautarisme. En tout cas, c'est quelque chose que moi, avec lequel j'ai du mal et que je défends pas, enfin, qui moi me questionne, même si je suis peut-être le premier à rester dans mon petit monde facile, tu vois, de ce qu'on appelle de bobo, de bourgeois bohème, parce que moi je suis quand même l'archétype de ça, entre guillemets. J'habite Montreuil, voilà, tu vois, j'étais à Paris 5e arrondissement, enfin Paris 9e arrondissement, fait mes études dans le 5e. Voilà, je suis l'archétype d'une famille qui était plutôt la petite bourgeoisie, parisienne. Voilà. Donc je suis assez... et souvent d'ailleurs, tu sais, je me questionne moi là-dessus. Je regarde autour de moi mes amis, mes cercles d'amis différents. Finalement, c'est quoi la représentativité? Toi, je me suis rendu compte que, tu parlais tout à l'heure des réfugiés, des blacks, par exemple, j'ai très peu d'amis noirs. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de raison. Enfin, tu vois, a priori, j'habite à Montreuil, qui est quand même la 3e ville malienne. Faut juste, voilà. Donc, j'ai l'occasion de recroiser régulièrement. Ça peut être des parents, de mes copains, des enfants. Voilà.
Ouais. Donc souvent, enfin souvent, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut me questionner. Et je pense que c'est difficile de casser ces éléments-là. Je suis avec une chef d'entreprise parce qu'il est chef d'entreprise, donc je serai qu'avec des chefs d'entreprise. Dieu merci, c'est pas le cas. Ma femme est comédienne, enfin intermittente du spectacle, comédienne, réalisatrice. Donc déjà, je suis aussi beaucoup dans ce milieu-là. Et mon ex-femme, ma femme d'avant, était éditrice. Donc elle était aussi dans un monde culturel plutôt. Ouais. Donc j'ai quand même eu beaucoup aussi, voilà, pas mal dans le monde culturel. Et puis, tout à l'heure, on parlait de ma passion du vin. Ma passion du vin, c'est le vin, ok. Mais c'est aussi les hommes qui font le vin. Et donc, je sais aussi que la grande chose que ça m'a apporté, ça, c'est d'aller voir les vignerons. Et moi, je suis copain, évidemment, avec pas mal de vignerons. Je vais les voir tous les ans, j'en vois beaucoup. Je vais les visiter. Ils m'emmènent me crotter mes chaussures dans les vignes. Depuis qu'on parisien vient de crotter les chaussures dans les vignes. Voilà. Et moi, j'ai besoin de ça aussi. C'est aussi voilà, des gens avec qui j'échange. Et puis, alors, pour le coup, très fortement, pour moi, ils sont importants parce que moi, je vis que dans un monde numérique, tu le disais tout à l'heure. Voilà, moi, mon entreprise est numérique. D'ailleurs, je fais du télétravail, je pourrais rester derrière mon ordi tout le temps, 24h/24, ça serait absolument pas un problème. J'aurais une vie tout à fait réussie. Enfin, réussie, entre guillemets, tu vois, une vie. Voilà. Par exemple, ces vignerons, pour moi, c'est aussi l'occasion de redécouvrir la terre, le temps. Voilà, quand je sais qu'il va grêler, voilà, il y a quelques jours, il y avait eu peut-être de la grêle en Bourgogne, j'ai envoyé un mail à mes copains vignerons bourguignons pour leur demander si ça avait été, parce qu'il y en a quelques-uns, il y a 4-5 ans, qui avaient perdu une grosse partie de leur récolte. Voilà, reprendre conscience, reprendre pied dans cette réalité-là, pour moi, est importante et c'est aussi casser les codes. Donc non, tu vois, je ne suis pas qu'avec un chef d'entreprise. Bien sûr que non, chef d'entreprise ne doit pas être qu'avec des chefs d'entreprise, c'est même une catastrophe s'ils font ça. Et que bien sûr qu'on a besoin d'être en relation avec toutes les strates. Voilà. Et toute la difficulté, c'est d'avoir le bon niveau. Toute la difficulté, elle est là. C'est comment je me comporte, sachant qui je suis par rapport à la personne qui, comme tu dis, voilà, avec les étiquettes, les trucs, les machins. Et oui, je peux être perçu comme un patron. Il faut que je l'accepte. Même si je ne suis pas l'archétype du patron, on va dire, tel que je pense que je ne le suis pas, j'espère en tout cas, tel qu'on peut le définir voilà, au MEDEF par exemple. Voilà, je ne me sens pas très proche du MEDEF, on va dire globalement, même si voilà, il y a sûrement des choses qu'ils défendent sur lesquelles je peux aller argumenter, mais enfin, ils véhiculent aussi un certain nombre d'images qui ne sont pas forcément celles auxquelles j'adhère en tout cas. Tu t'y retrouves pas. Ouais, ou je ne m'y retrouve pas forcément. Voilà. Oui, bien sûr, tout ça est un jeu et toute la difficulté, c'est de se positionner au bon endroit, d'avoir le bon niveau de discours et que voilà, tu peux pas parler avec tout le monde de la même façon et par contre il faut voir tout le monde et donc voilà. Ouais, non, je pense que c'est une richesse et c'est vrai que on a quand même un effet dans la société de communautarisme. C'est vrai que les gens sont beaucoup avec des gens qui leur ressemblent et c'est pas évident d'aller au-delà de ces cercles-là. C'est compliqué. Enfin, si tu n'as pas l'opportunité d'aller fréquenter, là, tu vois, toi tu t'intéresses à l'œnologie, donc oui, tu as accès à ce monde-là. Mais c'est vrai que si tu n'as pas de passion ou quoi, tu te retrouves vite enfermé finalement dans l'entre-soi. Et c'est un peu ce qui pêche finalement Bien sûr, puis les gens, la société aujourd'hui fait qu'elle est très, je rappelle, enfin moi je pense que notre société est totalement auto-centrée. Moi je vois tous ces petits jeunes, enfin pas que les petits jeunes d'ailleurs, moi je vois des gens qui sont très centrés sur eux-mêmes. Moi qui défends les collaboratifs, les collectifs, les réseaux sociaux, mais oui, le pendant du réseau social, c'est la mise en avant de soi-même. Et ça d'un point de vue à outrance. Donc des gens qui sont totalement auto-centrés sur eux, et donc à partir de ce moment-là, je m'ouvre moins aux autres, et en tout cas quand je m'ouvre aux autres, je m'ouvre à ceux qui sont les mêmes que moi. Et puis accompagné de tout ce mouvement communautariste de notre société qui veut que finalement c'est mon petit monde, et puis je le défends parce qu'il est attaqué, parce que je le sens attaqué, parce qu'il y a justement des fractures dans cette société très profondes. Et donc, oui, je fais pas le pas pour aller à côté. Non, je préfère rester avec les miens et voilà. Et puis qu'on soit ensemble. Et il y a la peur aussi. La peur fait ça. On vous donne tous les jours aux 20h. Tu regardes les titres du 20h. C'est très angoissant, c'est très anxiogène. Donc je pense que tous les humains, dans ce cas-là, ils se replient d'abord sur eux, puis sur leurs proches. Tout à fait. Voilà, pour essayer de tenir le coup. Donc oui, je pense que tout ça participe à ce que finalement les relations entre les individus soient plus compliquées et que les gens soient plus enfermés les uns par rapport aux autres. Voilà, donc chacun à sa petite échelle essaie de faire de son mieux, mais voilà, pour une société harmonieuse, moi je suis convaincue qu'il faut essayer d'abolir un petit peu toutes ces étiquettes
Et c'est un peu l'idée du projet là. On verra si ça intéresse les personnes et si en fait ce message-là est perçu comme ça ou pas. Ça c'est toute l'inconnu, on verra bien. Que je te le souhaite en tout cas. On verra bien. D'abord, je dois te remercier de m'avoir proposé ça, parce que je trouve la démarche étonnante. Enfin, tu m'en avais parlé, et puis je trouvais la démarche intéressante. Et puis je pense que c'est important, c'est ce que tu disais tout à l'heure, de montrer finalement, de casser un peu les étiquettes et les codes. Surtout qu'il y en a beaucoup qui sont véhiculés aujourd'hui et qui ne sont pas forcément vrais. Et je pense que toi, ton entourage particulièrement, enfin les gens qu'on fréquente par exemple ensemble, on est très loin de ces étiquettes d'entrepreneurs, de chefs, de patrons, au sens le patron du CAC 40. Le patron du CAC 40 dont on entend tout le temps parler. C'est plutôt des petites boîtes, des PME, avec des gens qui ont des histoires, comme tu dis, avec des... et puis qui sont dans des dynamiques. Donc j'aime beaucoup l'idée. Je trouve ça intéressant. J'espère que ça va plaire. J'espère que ça va aider, surtout certains aussi. Ouais, c'est ça. Et puis les décomplexer. Enfin, je veux dire, je pense aussi que l'entrepreneuriat, évidemment, pour moi, ça a été plus facile. Je suis venu dedans un peu, comme j'ai dit, c'est pas une volonté, c'est pas mais je pense que c'est pas quelque chose dont il faut, comment dire. C'est pas question d'avoir peur, mais il faut en être conscient, mais il faut conscientiser ce qu'on va faire. Par contre, c'est des magnifiques entreprises dynamiques, etc. Moi, je ne peux que conseiller d'avoir des associés. Et ça, c'est mon côté team building, enfin team collectif, qui ressort. Mais je pense que du coup, c'est d'autant plus riche. Et puis, ça évite... ça complique aussi, ça faut bien l'admettre. Et oui, ça complique parce que du coup, ça fait des relations, il faut savoir accepter. Ça veut dire... le vote, le fait de se plier. Il faut se mettre d'accord. Faut se mettre d'accord, il faut se plier à la règle. Et Dieu seul sait, on en a vécu une expérience encore récemment, que le vote démocratique d'un conseil d'administration... parfois assez compliqué. Parfois, certains ont du mal à accepter, même quand la démocratie a parlé. Versus tout seul, où évidemment tu es le seul maître à bord, mais où aussi, bien évidemment, où parfois tu es vraiment aussi tout seul et où ça peut être dur. Mais par contre, je pense que c'est une magnifique histoire, et surtout je dis, j'allais dire aux jeunes, je suis pas vieux, je suis pas tout jeune, mais bon, mais moi j'ai des enfants qui sont de jeunes adultes, et je leur dis, mais oui, allez-y, foncez, j'ai entre 20 et 30 ans, si tu as envie de faire un truc, mais fais-le. Au pire, tu vas te planter. Et alors, c'est une magnifique expérience. Et à cet âge-là, qu'est-ce que tu as ? T'as pas de charge, t'as pas de truc, t'es jamais que toi. Ça peut t'apporter beaucoup de choses. Puis surtout, ça t'évitera d'avoir des regrets. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver à 40 ans et de se dire, mais non, j'aurais dû monter ma boîte, mais bien sûr, parce que j'aurais fait le monde différemment. Mais je peux pas, parce que j'ai mon crédit, j'ai mes enfants, Et donc, non, faut le faire. Quand on peut, quand on est jeune, faut pas hésiter. Bon, après aussi, bien sûr. Mais oui, c'est une magnifique aventure, et puis il faut y aller, ça, c'est clair. Et puis on en a besoin. On en a besoin, Startup Nation, nous n'oublions pas, nous sommes dans la Startup Nation. Alors c'est vrai que moi, je ne sais pas si ça encouragera ou ça fera naître peut-être des vocations d'entrepreneurs, mais c'est vrai que l'idée c'est un peu de désacraliser un peu ce rôle d'entrepreneur où on a l'impression qu'il faut sortir d'HEC et d'avoir plein de fric pour se lancer. Alors avoir un peu d'argent c'est toujours mieux pour se lancer, on ne va pas se mentir, on ne va pas vendre quelque chose, ce n'est pas du rêve. Mais alors après tout le monde n'est pas fait pour entreprendre certes, mais c'est vrai que quand on a envie, quand on se dit qu'on pourrait le faire, et si on a l'occasion de le faire, il faut y aller, Au pire, oui, quand on est jeune, on ne perd pas grand-chose, on gagne de l'expérience. C'est ça. Donc voilà, donc ça c'est un bon message de fin, je trouve. Pas mal. Eh bien alors, tant mieux. Écoute, merci Mathieu de t'être prêté à ce jeu-là. Merci à toi. Merci bien. Nous, on se revoit bientôt. De toute façon.